approfondira cette question. Alors j'ai demandé à Arnaud Rupinski de venir ce soir parce que, vous le savez, on en a déjà parlé, il a écrit un livre qui s'appelle L'enquête au cœur de la censure, qui est un livre tout à fait intéressant. Moi je le prends plus comme une espèce de vadémécom du consommateur d'information pour éviter les maladies de l'information qui sont le trucage, le mensonge, la désinformation et tous les travers qui s'y attachent. Et une fois qu'on a lu ce livre et qu'on en a compris les secrets, on est plus à même de dépister les trucages d'informations. Alors, puisque c'est dans l'actualité, on va parler de l'actualité ce soir aussi. Après, plus particulièrement, j'aurai notamment je ferai état d'une chose amusante. Comme c'est dans l'information, j'ai demandé à M. Rupinski d'essayer de répondre à cette question par les méthodes qu'il utilise, qu'il décrit dans son livre. On entend en ce moment, à la radio, on voit à la télévision des dizaines et des dizaines de reportages, d'entretiens, de conversations, d'interviews, de questionnements dans la rue, de déclarations de responsables politiques, de responsables syndicaux, de passants, etc., sur les grèves. Alors, on pourrait en conclure, étant donné l'avalanche formidable de discours sur ce sujet, que, au moins cette fois-ci, le système de la censure ne joue pas. Donc cette question, c'est un peu une question qui contient sa réponse, j'imagine. Est-ce que la surabondance d'informations peut être considérée comme un moyen de lutter contre la censure? Ou le contraire? Bon, alors votre question peut ressembler un peu à une provocation, d'une certaine manière, parce que les grèves... ce n'est pas grandiose, la grève. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de censure, on s'attend toujours à du sensationnel. Et c'est justement le danger. Donc en fait, la question que vous posez ramène à la question de la censure de masse. La censure en masse, parce que c'est pyramidal, la censure. Et ce que je me propose de vous répondre, c'est de nous ramener au terrain véritable de la censure, finalement, parce qu'on l'attend à un endroit et elle est peut-être ailleurs, elle est ailleurs. Donc la question, c'est quel est l'outil de la censure? Et là, je me garderai bien évidemment de vous dire ce qu'on cherche à nous cacher au fond, mais comment on cherche à le cacher, ce qui conduit, comme vous dites, au résultat. Alors, la première, ma réponse d'abord commencera par un test à l'égard des auditeurs. Comme vous le dites, il y a tout un ensemble de sondages à la télévision, de choses, de commentaires, d'écrits sur ces grèves. Alors, question test que chacun doit se poser. Que vous rappelez-vous? Prenez une feuille de papier. Que vous rappelez-vous de ce qui a été dit? Qu'avez-vous compris? Et qu'est-ce qui vous sera encore utile demain? Et je pense que la raison... Ça a l'air assez élémentaire comme test, mais en fait, c'est vrai que je me posais la question en même temps que vous la formuliez, et je me disais, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Et le résultat, c'est qu'on n'a pas retenu... Enfin, moi, j'ai pas retenu grand-chose. J'ai cru comprendre qu'il y avait une réforme des retraites et en même temps un projet de décentralisation d'une partie du corps, du corps de l'éducation nationale, et que tout ça provoquait le mécontentement de la fonction publique en général. Mais le discours que j'ai entendu par les différentes parties prenantes, par les syndicalistes et tout, ne m'ont pas beaucoup éclairé. J'ai surtout entendu des claquements de dentiers, quoi. Il n'y a pas vraiment d'informations. Donc en fait, en gros, donc c'est l'ensemble vide, il ne reste rien, oui, c'est totalement biodégradable. Je sais pas, Goffman qui est plus attaché que moi à ce genre d'informations, parce que c'est un vrai journaliste, et peut-être je décrirais simplement ce dessin à la une du Monde, où on voit Monsieur Jospin et Monsieur Mauroy lire la copie de Fillon et dire « Ah, mais c'est exactement ce qu'on aurait fait nous aussi ». Et il y a le joufflu là, du PS Hollande, excusez-moi monsieur l'ambassadeur, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui les tire par derrière en disant « Vos gueules !» Alors après des semaines et des semaines d'ennuis, d'embouteillages, de problèmes dans les transports, il s'avère que l'opposition aurait fait la même chose. Alors effectivement, on est dans une grande confusion.
Alors le défi de mon intervention, parce que vous avez posé la question, c'est que si j'ai réussi, plus personne n'oubliera cette intervention ce soir. C'est ça. Quand on parle, c'est plutôt pour être entendu. Et la bonne définition de la littérature classique, c'est la littérature mémorable. Donc une information, elle a une valeur si elle est mémorable. Si elle n'est pas mémorable, c'était même pas la peine de l'écouter, en principe. Bon. Donc, et ce que je vais vous dire implique, si on comprend ce que je vais dire, et moi-même, à la limite, c'est qu'il y a une action derrière. C'est-à-dire qu'une information qui ne conduit pas à une action, elle ne sert à rien. Donc elle est totalement inutile. Une action au sens large. Hein. Bon. Donc, comment, alors maintenant, la question suivante, après ce test, c'est de se dire, comment est-ce qu'on est arrivé à rien ? Ou à l'insignifiance ou à la contradiction. Ouais, bon. Ouais. Alors vous avez dit tout à l'heure que j'avais prévu les embouteillages, enfin c'était une boutade, mais c'est exactement le sujet. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on nous raconte ? Bon, j'ai suivi hier un peu attentivement, c'est-à-dire d'abord on vous promène en métro, on vous parle, on vous montre des personnes qui évidemment ont les effets qui était prévisible à la suite d'une grève, c'est-à-dire qu'il y a tant de problèmes. Donc on vous décrit les conséquences d'une grève, c'est-à-dire qu'il y a du retard, c'est-à-dire que tout n'arrive pas. Après on vous promène à Marseille, après on vous promène à Paris, donc on vous décrit les symptômes, ce qui était prévisible. Tout le monde voit ce qui était prévisible. Bon. Ensuite, après vous avez remontré les inconvénients au départ du métro, après c'est le retour. Les personnes reviennent et elles ont les mêmes problèmes qu'à l'aller. C'est important de le dire aux téléspectateurs. Et puis après, vous avez parlé du métro. Oui, enfin ça, pardon, ça fait aussi partie du jeu de l'information. C'est-à-dire que on sait, les journalistes savent, enfin les journalistes qui sont moyennement doués ont compris depuis longtemps que beaucoup de consommateurs d'informations attendent qu'on leur dise ce qui vient de leur arriver. Oui, mais alors ça, on peut dire qu'il y a la dépendance à l'alcool, il y a la dépendance à la drogue, il y a la dépendance à l'information. Ça, on va en parler peut-être, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on rend quelqu'un dépendant à l'information en lui faisant croire qu'il va se passer quelque chose. Ou en lui disant ce qui vient de lui arriver, il sait que c'est vrai. On lui dit par exemple, vous avez été bloqué sur la ligne 8, le gars dit c'est vrai. Et quand après on lui dit, il y a des armes de dissuasion massive planquées en Irak, il dit, c'est vrai aussi, puisque j'ai bien vu, quand ils m'ont dit que j'étais bloqué dans le métro, c'était vrai. Donc l'histoire des armes de dissuasion massive, c'est vrai aussi. Vous êtes en train de décrire le roman de Charles Williams qui s'appelle L'Ange du foyer, où il y a le vieux Pépé. Vous vous en souvenez, Serge? Ça vaut une minute pour rappeler ça. Le vieux Pépé, le père du gangster qui est en train de se noyer dans le fleuve en crue, qui a été mordu par un serpent à sonnette et qui a toutes les polices aux trousses. Et ça se passe sur place. Et le vieux Pépé, il court à la maison, on lui dit mais où tu vas? Il dit mais il faut que j'écoute à la radio. Et son fils, Kader, réalise que tant qu'il n'aura pas entendu à la radio ce qui est en train d'arriver devant ses yeux, sous ses yeux à son fils, il ne lui croira pas. C'est un roman que je vous recommande, monsieur Lipinski. L'Ange du foyer par Charles Williams. Bon, et alors qu'est-ce que je retiendrai pour agir après de ce roman? Probablement une leçon sur l'efficacité de l'information. Bon, donc, si vous voulez, donc on décline. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on décline des choses évidentes. Après, on dit mais le transport ne sont pas seuls. Alors, on vous a pris presque un quart d'heure sur le transport. Après, on vous dit mais les problèmes du transport ne sont pas le seul. Alors, on va dans les PME. Et puis là, on dit qu'effectivement, dans les PME, le courrier n'arrivant pas, la trésorerie a tendance à baisser, qu'il y a des risques. Et puis, il y a les risques pour l'emploi. Enfin, on décline ce que toute personne connaît bien. Puis après, on vous dit il y a deux camps. Il y a ceux qui sont d'accord, il y a ceux qui sont pas d'accord. Il y a l'association Liberté, enfin, il écrit son nom, etc. Quelques minutes. Puis après, on passe à l'Assemblée nationale. On montre qu'il y a un débat. Et puis, quelqu'un dit c'est juste, équitable, etc. Enfin, je passe. Et puis, à un moment donné, on vous emmène au Japon pour vous dire qu'il y a un système de protection sociale qui consiste à astiquer une statue, etc. Et ça produit des effets. Bon, voilà à peu près le débat. Bon, alors que ce soit à la télévision, à la radio ou dans le journal Le Monde, c'est la même chose. C'est à peu près le même genre de choses. C'est-à-dire qu'un cerveau normalement constitué arrive à la conclusion qu'est-ce que je me rappelle, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je ferai demain avec ça, et c'est la même réponse. Alors maintenant, donc, en fait, il faut aller plus loin. Parce que sinon on peut écrire peut-être un bon roman, mais ça ne fera qu'un roman, ça va être distrayant. Bon, c'est qu'en fait on est en train de passer de la question de la censure de l'information à la censure par l'information. C'est-à-dire qu'on assiste à une profusion de détails, si vous voulez, c'est la multiplication des détails. Et là, il y a des règles, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais la première chose, c'est d'abord de centrer tout sur ce qu'on appelle l'actualité. Mais l'actualité qui est définie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'actualité, c'est les grèves ? Bon, alors effectivement, l'actualité, c'est peut-être que quand il fait froid, il faut allumer son chauffage, donc il faut dire à tout le monde d'allumer son chauffage. Mais c'est ce qui est important à dire, je sais pas, bon. Donc, il y a, si vous voulez, une décision, c'est ça l'actualité. Ensuite, il y a le similibus. On constate que toutes les chaînes
disent la même chose. Ça, c'est l'information similibus, de même qu'il y a les livres similibus, c'est le terme de la profession, si vous voulez. C'est qu'en fait, tout le monde dit la même chose. Alors évidemment, ça donne un sentiment rassurant. D'authenticité, en tout cas. Parce que tout le monde est d'accord, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai, c'est ça. On est en plein dedans, là. On n'a aucune angoisse, on sait tout. On a l'impression de tout savoir. Il y a évidemment aucun recul. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'actualité, c'est qu'il n'y a pas de recul, puisqu'il faut être exactement dans l'information. L'événementiel, donc, cache les fondamentaux, par définition, si vous voulez. Et enfin, donc, on peut résumer ça sous un adage bien connu, ce sont les arbres qui cachent la forêt. Alors donc, qu'est-ce que ça peut cacher? Je vais simplement évoquer un certain nombre de questions de fond, si vous voulez. Bon, une question qu'avait soulevée Madame Bétou, donc qui était le propriétaire des Échos, c'est qu'elle me disait la question la plus importante en France, disait-elle, c'est sa responsabilité, c'est la question de la fonction publique. Le poids de la fonction publique, tout ce qu'il y a derrière, si vous voulez. Bon, ça, cette question n'a pas été posée, justement. Quelle est la place? Bon, donc là, si vous voulez, il n'y a jamais de vision globale. Il n'y a jamais les éléments pour voir tout ça dans son ensemble. Parce que bien entendu, une partie ne prend son sens que par rapport à l'ensemble. La théorie des ensembles, c'est à l'école, mais là, pas d'ensemble, pas de vue globale. On globalise, mais pas de vue globale. Bon, donc ça, jamais. Alors les questions qui se posent par exemple, c'est de voir que ceux qui manifestent, si vous voulez, les grèves, sont des grèves de la fonction publique. Ce sont les privilégiés. Donc si on mettait d'autres costumes à d'autres époques, c'est amusant de voir les privilégiés qui manifestent devant les gardes françaises pour avoir d'autres privilèges, quelque chose de ce genre. Bon. Oui, c'est un des aspects de la communication actuelle. Ça. C'est qu'un des aspects. Alors une question qui se pose, bien entendu, c'est la question fonction publique privilège. Ça c'est le côté qui peut être négativement. Exactement, mais c'est pour ça quand vous disiez à l'instant d'avant, on ne dit pas, on ne pose pas la vraie question, qui est la question de la fonction publique. Voilà. Mais on affirme l'existence d'une caste de privilégiés qui seraient les fonctionnaires. Je crois que si on rapproche ces deux constatations, d'une part, on ne parle pas de la véritable, du véritable rôle, de la véritable fonction de la fonction publique en France. Et d'autre part, on les présente comme des privilégiés. Si on affronte ces deux idées-là, on obtient peut-être la clé. C'est ce que j'ai essayé de faire. Une clé. Je vous lis 3 lignes d'un auditeur qui est complètement en phase avec vous deux et qui nous dit, puisque selon le gras Blondel et la momifiée Laguillet, nous sommes aujourd'hui à 1789 moins le quart. À quand la fin des privilèges des agents du service justement, public? là c'est un piège également. Bon, ça c'est également un piège. Si vous voulez, un problème, il y a une vieille formule de mathématiques, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'une figure fait partie d'un ensemble de figures. Bon, et ce n'est pas parce qu'on a une figure qui est exacte, et si vous voulez, qu'elle donne toute la clé. Parce qu'une figure, on peut la faire tourner dans un sens ou dans un autre, suivant qu'on ouvre ou qu'on ferme la porte. Bon, donc ça, c'est un sujet de réflexion, les privilèges. Mais il y a également un autre élément, si vous voulez, c'est l'avenir de la fonction publique par rapport à la construction européenne, qui est un point important. Parce que la révolution de 1789 a été citée, mais dans mon livre, excusez-moi de me citer, Le syndrome de l'ortolan, je dis qu'effectivement on est affaire à une deuxième révolution. C'est-à-dire que la première révolution a mis, en tout cas dans le langage, le peuple souverain au pouvoir, mais la deuxième révolution, celle de Maastricht, a mis l'ordre international au pouvoir. C'est-à-dire que la fonction publique, n'oublions pas que c'est la fonction des héritiers des anciens serviteurs du roi. C'est-à-dire qu'on a coupé la tête du roi et il suffit de regarder comment fonctionne la Cour des comptes ou d'autres institutions. Si vous voulez, ce sont toujours les gardiens, si vous voulez, de la royauté sans roi. Et ça fonctionne très précisément. Là, le Conseil d'État, c'est le Conseil du roi, etc. On peut décliner. Bon. Exactement comme la bureaucratie tsariste est devenue quelque chose d'énorme sous Staline. Alors, la question maintenant, si vous voulez, c'est comme les cuirassés qui tiennent par la peinture, c'est-à-dire que quelque chose qui était un danger peut également être salutaire. Donc il faut voir, il y a plusieurs aspects. Mon propos n'est pas de donner la solution, mais d'ouvrir un certain nombre de voies. C'est-à-dire que, bien entendu, la fonction publique, une des questions qui se pose, c'est qu'elle résiste actuellement. Alors évidemment, elle résiste en gardant ses privilèges, mais en gardant ses privilèges, elle garde aussi autre chose. Elle garde l'institution qui fait partie du privilège. Bon. Et un des grands problèmes actuellement de la globalisation, c'est la dissolution, notamment. La question, c'est est-ce que la fonction publique est soluble dans la finance? C'est-à-dire que la fonction publique a une fonction de maintien de l'intérêt public. Bon, donc ça, c'est un autre élément qui est important, si vous voulez, et c'est la question de savoir si cette fonction publique va être soluble dans l'alcool et dans le financier et va exécuter la suite du programme, on pourrait dire. Bon. Alors, donc ça, c'est, si vous voulez, les genres de questions de fond qu'il faut se poser pour savoir dans quel sens ça va tourner. Mais une fois qu'on a vu ça,
qui est important, c'est de voir le point de vue d'un journaliste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, la censure actuellement, c'est la censure par la profusion d'informations, c'est-à-dire qu'on occupe le temps. C'est très simple. C'est-à-dire que nous ne pouvons consacrer qu'un certain temps à l'information. Si on nous attire à regarder pendant, mettons, une demi-heure l'information consacrée à ce qui est dit l'actualité, vous n'aurez plus de temps pour voir autre chose. Donc ce n'est pas la peine de dire ne lisez pas les livres. Il suffit de vous occuper ailleurs. C'était le principe qu'il y avait en URSS des embouteillages. Des embouteillages, c'est-à-dire qu'il y avait des consignes de bouteilles, compte tenu des faibles revenus des personnes, eh bien, il fallait, pour assurer les fins de mois, qu'elles aillent rapporter les bouteilles de consignes. Donc pendant qu'elles passaient leur temps à rapporter les bouteilles, elles n'avaient plus de temps pour faire autre chose. Ouais. Donc la censure moderne est intelligente, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle a ramené... il n'y a pas que ça, mais la censure a un problème d'arithmétique, il suffit d'occuper le temps des personnes pour qu'elles ne puissent plus lire ou écouter ou penser à ce qui est interdit. Bon. Donc un journaliste, quand même, il y a un très bon livre, je recommande Les petits soldats du journalisme, qui vous donne la clé de ce que je vous ai dit, vu du point de vue journalistique. Pardon, monsieur, parce qu'il faut donner, comme vous l'avez cité ici, il faut donner le nom de l'auteur. Donc c'est Les petits soldats du journalisme de François Ruffin, aux éditions Les Arènes. Alors, donc, si vous voulez, il rentre exactement il s'imbrique parfaitement comme rouage dans mon enquête au cœur de la censure. Si vous voulez, il est sorti au même moment comme l'enquête sur Le Monde. Si vous voulez, il décrit la censure, comment on fait rentrer les techniques qui sont utilisées pour faire rentrer les journalistes, pour en faire des censeurs malgré eux, si je peux dire, peut-être des petits soldats du journaliste. C'est-à-dire qu'il décrit ce que je vous ai dit, il dit finalement on nous oblige à rentrer que dans l'actualité, dans l'instantanéité, dans l'éphémère, à faire du copier-coller ou à retransposer uniquement, disons que les communiqués de l'AFP, et il décrit de manière très amusante le fait que le fin du fin pour un journaliste, c'est de dire exactement la même chose que ce qui est dit dans l'autre journal. C'est-à-dire qu'ils sont formés pour qu'il y ait ces similibus, c'est-à-dire que si un tel fait une page, première page, il faut que nous aussi fassions une première page. C'est-à-dire que c'est ce mouvement de mouton de panurge qui est organisé dès l'école, et au bout d'un an, nous sommes tous soumis à l'autocensure, et nous faisons exactement ce qu'on attend de nous, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit nous arrivons à la mort cérébrale. Et page 99, je crois, on a un journaliste avec la tête coupée, on retrouve la tête coupée, il se représente comme ayant la tête coupée, c'est-à-dire qu'on a réduit l'esprit sans qu'on s'en aperçoive, et on a des journalistes qui d'instinct vont jouer au jeu dont nous voyons les effets, c'est-à-dire une information qui est uniforme, qui est instantanée. Le fait de ne parler que de l'actualité fait qu'on ne saura jamais rien, parce que l'actualité change toujours, et on ne se rappelle pas ce qui avait été dit quelques années avant. Donc la nouvelle censure, c'est ça. Alors maintenant, pour conclure, pour arriver à la conclusion, si vous voulez, on arrive donc à ce phénomène organisé par le centre de formation des journalistes, et quand on voit qui finance cette école, on comprend mieux comment est le système. Si vous voulez, c'est un système avec quelques grandes antennes qui émettent les mêmes. Et donc cette multiplication de l'information, elle a un centre unique, si vous voulez, cohérent. Et donc ça rappelle la phrase de Napoléon. Donc le gouvernement, si vous voulez, est une démonstration permanente. Et la démonstration permanente consiste actuellement à neutraliser la masse d'abord, parce qu'après il y a quand même des traitements spécialisés. Tout le monde n'est pas traité de la même manière. Et donc on occupe l'esprit. Il suffit d'occuper l'esprit, si vous voulez, pour atteindre l'objectif et savoir qu'on a neutralisé les oppositions. Donc c'est ceci. Alors, donc on arrive à un phénomène, si vous voulez, il y a trois étapes de la censure, trois grandes étapes. Il y a la censure du premier type que j'ai connue, c'est la censure cannibale, c'est-à-dire que vous éliminez le membre de la tribu physiquement, si vous voulez. C'était un coup de casse-tête, ça se faisait dans le Pacifique notamment. Vous éliminez le corps de l'opposant. Ça, c'est la première censure. La deuxième, elle est littéraire. Vous éliminez le texte du corps du débat. Donc c'est la censure littéraire, pour faire court. Et maintenant, la troisième censure, c'est la censure du discernement. C'est-à-dire que vous remplissez tellement le cerveau d'informations, éventuellement comme contradictoires, je le dis, par une masse d'informations telle que le discernement de la personne qui a l'information ne peut plus s'exercer. Alors là, c'est le fin du fin qu'on rencontre en informatique, c'est-à-dire qu'à la limite, toute l'information est disponible, mais dès l'enfance, les enfants sont formés, comme dans le meilleur des mondes, c'est bien décrit, les alphas, les bêtas, etc., à ne percevoir qu'une partie de l'information qui est nécessaire pour exercer son petit travail au quotidien. Et alors après, la distraction, effectivement, c'est le petit temps libre qui est réservé au commun des mortels. Eh bien, vous le remplissez, si vous voulez, par les actualités télévisées, par tout un ensemble de choses. Et si vous considérez que même si vous consacrez une demi-heure à l'information télévisée ou une autre, eh bien, dans une journée qui est le temps disponible,
si vous mettez 2 heures, par exemple, disponible à la méditation, à la réflexion, etc., eh bien vous avez déjà 25% du temps qui est pris, et donc 25% de la vie. Donc le message que je ferais passer, si vous voulez, c'est qu'effectivement une perte de temps, c'est la perte de la vie, et les voleurs de temps sont les voleurs de la vie. On est dans cette situation, c'est-à-dire que les personnes qui se laissent bombarder par cette information, qui a d'autres effets que je décris dans mon livre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un système de conditionnement permanent, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est beaucoup plus intelligent. Après, il faut faire acheter ce qu'il faut, penser ce qu'il faut, etc. Là, c'est la base sur la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire que vous êtes complètement dépossédé de vous-même, on arrive à un degré d'aliénation fantastique, si vous voulez, actuellement. C'est pour ça que j'ose dire que c'est la censure, et je n'ai pas été contredit jusqu'à maintenant, la censure la plus puissante de tous les temps, c'est qu'elle dépossède l'homme de ce qui est vraiment le réduit irréductible de l'identité, c'est le discernement. Voilà. Alors je crois que c'est capital dans le livre d'Arnaud Rubinski, c'est que c'est un livre qui met en lumière cet aspect du travail des censeurs. Autrement dit, la destruction du discernement, qui est un des dons de l'Esprit Saint. Je prends à témoin le spécialiste de la question qui est le Père Argouache, c'est ça, hein. Le discernement, c'est bien donc c'est un combat métaphysique, hein. C'est pas une plaisanterie. Il n'est pas dans les 7 dons. Mais il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, voilà. Et on est là au cœur de cette manipulation qui est métaphysique, qui consiste à abrutir les hommes, à les priver de leur intelligence et de cette capacité de discernement. Soit en les bourrant d'informations inutiles, et en même temps, donc, en les privant d'informations nécessaires et utiles, c'est-à-dire celles qui engendrent une action. C'est-à-dire que c'est très concret, c'est-à-dire ce qui est à faire, parce que les conclusions auxquelles j'arrive, si vous voulez, notamment sur le fait qu'il faut créer le réflexe lecture, il faut retrouver le réflexe lecture, qui est le réflexe dans la solitude, si vous voulez, très belle page de Proust que je cite, il est important de se débrancher de ce système cybernétique, la cybercensure, si vous voulez, qui comme vous l'avez dit tout à l'heure, rend dépendant, donne envie d'avoir une information, se dit il faut être au courant, donc vous êtes constamment, on crée des réflexes conditionnés par ce système, avec le système de connotation dans tous les domaines, soit pour les achats, soit pour la pensée et autre chose, et donc la question de survie, je la donne, parmi les solutions que je donne, si vous voulez, à face ce livre, c'est ce que j'appelle la triple rupture, que je prône pour l'édition, puisque c'est un éditeur qui m'a demandé de faire ce livre, c'est la rupture avec le pouvoir, c'est-à-dire cette dépendance qui fait qu'on a, si vous voulez, de dépendance de la presse, de l'édition vis-à-vis du pouvoir, la rupture vis-à-vis de l'argent, qui est vraiment l'inverse, si vous voulez, du fait que l'auteur doit être désintéressé, doit être détaché. Et la troisième, si vous voulez, la troisième rupture, c'est la rupture avec les médias. Ouais. Et tant que ce n'est pas fait dans la tête, effectivement, c'est une dépendance, c'est la soumission. Oui, moi, je crois qu'il faut absolument arriver à exorciser les médias, enfin à se désenvoûter des médias. Et je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, les journalistes sont des menteurs, et je suis journaliste, donc je suis un menteur. Et donc, il faut toujours observer ou écouter ce que je dis avec réserve, avec prudence, et en cherchant les confirmations, aucun journaliste ne dit la vérité tout le temps. Excusez-moi, on pourrait penser que M. Lupinski exagère d'autant plus, qu'il est très savant, il parle par catégorie, de façon un peu abstraite. Je voudrais seulement donner une illustration de ses propos, une illustration concrète. Et c'est vous, Serge, je crois, qui me racontiez il n'y a pas longtemps que vous aviez vu de vos propres yeux, à la sortie d'une conférence de presse de Jean-Marie Le Pen, tous les journalistes présents soumettre leur copie pour correction à un penseur du monde. Je racontais ça à Arnaud Rubinski hier, et vous m'aviez dit que c'était un comportement qui était référencé. Mais c'est dans ce livre que je vous ai cité, voilà. Le petit soldat du journaliste, c'est-à-dire que... Ça peut choquer, disons que ce genre de comportement quand on a encore une certaine fraîcheur, mais les choses ne peuvent pas marcher autrement. Ouais. Quand vous voyez des soldats, par exemple, les soldats des États-Unis, si nombreux, si bien organisés, qui marchent au pas, c'est forcément qu'on les a mis au pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même idée. Donc l'information qui est synchronisée, c'est qu'elle est organisée pour être synchronisée. Et l'avantage de ce livre, le grand intérêt de ce livre, qui est jeune, parce que ce sont souvent les jeunes qui disent la vérité, passé un certain âge, l'homme abandonne la recherche de la vérité, c'est qu'il vient de sortir du centre de formation des journalistes en 2002, et lui a été horrifié par ce qu'il a vu, et il a passé son temps, plutôt que d'arriver à la mort cérébrale, il a été son temps de formation
non pas à s'auto-conditionner, si vous voulez, à s'auto-censurer, mais à écrire ce qu'il voyait. Et il a exorcisé, si vous voulez, ce formatage de l'esprit par l'écriture, et là on arrive au fait que le livre, c'est vraiment l'instrument de la liberté. Il ferait peut-être pas une carrière étincelante dans la grosse presse, mais enfin c'est un garçon courageux et prometteur. L'histoire qu'évoquait Patrick Goffman tout à l'heure, c'est passé sous mes yeux au premier congrès du Front National qui s'est déroulé à Nice il y a plusieurs années maintenant, où j'ai vu les journalistes du Parisien, je crois qu'il y avait le Matin, il me semble, qui était là, il y avait le Monde, et puis je ne sais plus qui, enfin 3 ou 4 journalistes qui écrivaient leurs papiers dans la salle de presse sur leur portable, et un journaliste du Monde était là, et passait et lisait les copies en disant ça, tu vas pas le dire comme ça, et ça m'a tellement scandalisé que j'ai fini par faire un scandale. En disant, mais vous êtes vraiment des larbins, mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes de travail? Et ils m'ont regardé naturellement comme si j'étais un fou, ce qui était le cas d'ailleurs, à leurs yeux. Ils étaient tout à fait étonnés qu'on puisse s'indigner du fait de voir cette espèce de formatage, de polissage, de rabotage de l'information qui était entrepris par des gens qui allaient livrer à un public différent des informations que le public, à chaque fois, croirait absolument originales. Le gars vous dit, moi je ne lis que le Parisien parce que dans le Monde, je suis pas tout à fait d'accord. Et puis, ce qu'il ne sait pas, c'est que l'article est fait de la même manière. Par les mêmes gens en réalité. Et à ce propos, je voudrais entreprendre une démonstration. J'ai entendu ce matin un monsieur qui publie, qui s'appelle Guy Millière, sur Radio Courtoisie. Ce qu'il dit est tout à fait intéressant parce que Guy Millière, c'est un homme qui est partisan, qui est très pro-américain et qui prend des positions ouvertement pro-américaines, et qui explique aux Français ce que font les Américains, les raisons qu'ils ont de le faire, etc. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que M. Guy Milliard n'explique pas en même temps aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que lui dit en tant que journaliste français aux Américains à propos de la France. Ça serait intéressant aussi. Ça serait une espèce de jeu de miroir tout à fait intéressant. Alors je suppose qu'il ne l'a pas fait parce qu'il manquait de temps, et comme j'ai un peu de temps dans cette émission, j'ai pris sur Internet un article qu'il a publié dans un site Internet qui s'appelle frontpagemagazine.com le 31 mars 2003, et qui est intitulé « France is not a Western country anymore », ce qui veut dire « La France n'est plus un pays occidental ». Et alors il explique dans cet article que Jacques Chirac has been a friend of Saddam Hussein for more than 30 years. Donc Jacques Chirac a été un ami de Saddam Hussein pendant plus de 30 ans. Il a permis de lui vendre du matériel nucléaire de vendre du matériel à l'Irak, matériel qui a été détruit juste à temps par Israël. Il a vendu à l'Irak des avions qui ont été utilisés pour gazer des milliers de Kurdes, et Saddam n'est pas le seul ami que Chirac a. Chirac n'a jamais rencontré un dictateur ruthless, comment vous traduiriez ça, implacable. Voilà, oui. N'a jamais rencontré un dictateur implacable sans le tomber amoureux de lui en quelque sorte. Pire, Chirac est dénué de principes, et il est greedy, avide, vorace. Il est de notoriété publique qu'en France, il a volé de l'argent quand il était maire de Paris, et tout le monde sait que s'il n'avait pas été réélu en mai 2002, il serait en prison à présent. Et ça continue sur ce ton, et on apprend que Chirac n'est pas le seul politicien de ce type en France. Ces jours-ci, dit Monsieur Millière, il est extrêmement difficile de rencontrer en France un politicien qui soit prêt à parler des droits de l'homme, de la liberté ou de la démocratie. Alors, bon, moi, je suis pas un grand journaliste comme Monsieur Millière, je suis un petit piscopi d'extrême droite, mais j'ai quand même l'impression, j'ai pas l'impression de M. Milliard, j'ai jamais remarqué qu'il était vraiment difficile de trouver en France des hommes politiques qui soient disposés à parler des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés. Mais enfin, apparemment, on ne doit pas fréquenter les mêmes milieux. Et alors, M. Milliard continue, et il explique qu'il donne un portrait de la France aux Américains qui est quand même assez troublant. Et encore une fois, on ne fréquente évidemment pas les mêmes quartiers. Les mêmes quartiers, parce que
il dit par exemple que alors j'essaye de retrouver parce que ça m'avait frappé beaucoup. Les filles ne peuvent plus sortir. Et il dit des choses comme en France, voilà. In many French cities with a growing radical Islamist population, no teenage girl can go out in the evening, at least not without a full burqa. Ce que je traduis pour les rares auditeurs qui ne pratiqueraient pas la langue, non pas Shakespeare, mais de votre ami l'auteur de Charles Williams, oui. Dans de nombreuses villes françaises où la population islamiste radicale augmente, aucune jeune fille de teenage, aucune adolescente ne peut sortir le soir. Sinon, après s'être vêtu d'une burqa. La burqa, je rappelle que c'est une espèce de grand préservatif, le sac poubelle noir avec un grillage à la hauteur des yeux. Il va finir par avoir raison, puisque vous savez qu'à Langzhou, il y a beaucoup de filles en burqa maintenant, comme nous le révélons dans le Libre Journal. Mais c'est quand même à Langzhou, c'est pas dans les quartiers. If she does, it will mean that she is for everybody. Si elle ose le faire, ça voudra dire qu'elle est à la disposition de quiconque le veut. Et in short, a whore, nous dit Monsieur Milliard, c'est-à-dire pour parler clair, une putain. Dans les mêmes cités, continue-t-il, chaque jeune fille, sans aucune considération d'appartenance religieuse, doit porter le voile islamique. Et si elle ne le fait pas, elle sera harassed, harcelée, voire tuée. Pratiquement chaque mois, une jeune fille is mugged and raped, est agressée et violée dans les bas quartiers des grandes villes. Des gangs de violeurs sont devenus si fréquents qu'il existe un nouveau mot que les violeurs utilisent eux-mêmes, qui s'appelle les tournantes. Tout ça n'est pas totalement faux. Tout ça est tout simplement un petit peu... C'est le béaba de la désinformation. C'est un petit peu exagéré. On parle de quelque chose de réel et on l'amplifie de façon à désinformer. Où ça devient alors tout à fait étrange et où je voudrais arriver à comprendre les mécanismes mentaux de Monsieur Millière, c'est que ce Monsieur Millière, qui est reçu à Radio Courtoisie pratiquement 2 ou 3 fois par semaine dans diverses émissions, poursuit son discours, après avoir décrit cette France de l'apocalypse sous la terreur de l'immigration, nous dit que tout ça, c'est quand même de la faute de l'extrême droite. Et il dit, 3 radio stations in France are Muslim radio stations, and if you listen to them, dedicated to broadcasting the voice of hate and racism all day long, one radio station belongs to a friend of the rightist Jean-Marie Le Pen, and curiously, if you listen to it, you will hear the same voice of hate and racism. Rightists and radical Muslims have discovered they have many things in common. Autrement dit, ce monsieur qui commence un article destiné au public américain pour décrire la France en proie à la terreur islamiste, au point que les jeunes filles françaises ne peuvent plus sortir après le coucher de soleil sans être vêtues d'une burqa sous peine d'être violées sauvagement par des gangs d'immigrés, nous dit ensuite 3 stations de radio en France sont des stations musulmanes. Pourquoi 3 ? Je sais pas, pourquoi pas 57 ? Il dit 3, bon, parce qu'il veut. C'est celle de la FM à Paris, c'est tout. Voilà. On voit pas plus. Et si vous les écoutez, elles se consacrent uniquement, dedicated to broadcasting the voice, elles se consacrent, non pas elles sont dédiées, comme disent les Américains, c'est-à-dire elles se consacrent à diffuser la voix de la haine et du racisme tout au long de la journée, all day long. One radio station, une station de radio, belongs to a friend of the rightist Jean-Marie Le Pen, appartient à un ami de l'extrémiste Jean-Marie Le Pen, parce que rightist c'est l'extrémiste de droite. And curiously, et bizarrement, if you listen to it, si vous l'écoutez, you will hear the same voice, vous entendrez la même voix, of hate and racism, de haine et de racisme. Rightist and radical Muslims, l'extrême droite et les musulmans radicaux, have discovered they have many things in common, ont découvert qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Alors, écoutez, je lance un concours auprès des auditeurs de Radio Courtoisie. S'il ne s'agit pas de Radio Courtoisie, cette station qui appartient à un ami de l'extrémiste de droite Jean-Marie Le Pen, soyez gentil de me donner le nom de cette station. Parce qu'il n'y a pas une seule station en France qui puisse être considérée comme ne serait-ce qu'indulgente vis-à-vis de Le Pen. Et c'est vrai que Radio Courtoisie reçoit Le Pen comme un homme normal. C'est la seule station de radio en France.
cette information contient un mensonge parce que Radio Courtoisie n'appartient pas à qui que ce soit d'autre que ses auditeurs, qui sont les seuls financiers, et par conséquent, comme dit un vieux proverbe, c'est celui qui paye les violons qui choisit la musique. Donc le propriétaire, c'est ni moi, ni Jean Ferré, c'est l'ensemble de l'association, des membres de l'association culturelle. Et il est quand même extraordinaire de voir que la seule radio sur laquelle ce monsieur Millière vient s'exprimer 3 fois la semaine est celle-là même qu'il agonie d'injures dans un article destiné au public américain. C'est ce qui s'appelle mordre la main qui vous tend le micro. Alors, moi, c'est des mœurs qui sont celles de M. Milliard. Personnellement, ça, j'allais dire une grossièreté. Ça me touche à un certain endroit sans provoquer de grandes manifestations de tremblement. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a une profonde incohérence dans ce discours. Parce que ce monsieur qui mord la main qui lui tend le micro, il s'accable lui-même, puisqu'il vient parler sur cette radio. Pour la purifier, Serge, c'est ça que vous ne comprenez pas. Pas bien compris. Qui est la radio qui s'est découvert des points en commun avec les musulmans fanatiques et qui tient le même discours de haine et de racisme que les radios musulmanes à l'égard des juifs en France. Si un jour je rencontre M. Millière, ce qui Dieu ne plaise, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il peut argumenter tout ça. Et je constate une chose d'ailleurs, c'est qu'il est généralement reçu, il est souvent reçu dans le journal des économistes. Alors, moi j'ai toujours eu tendance à me méfier des économistes parce que généralement ils sont très emmerdants. Je parle pas de l'émission de Radio Courtoisie parce que ma courte honte, je ne l'écoute pas beaucoup. Mais je considère que souvent les économistes sont des gens ennuyeux. Et puis, je ne peux pas me retenir de me souvenir d'une expérience qui a été faite aux États-Unis il y a peu de temps. On a proposé effectivement à 3 groupes de personnes de gérer $1 million en bourse. Il y avait un groupe d'économistes, il y avait un groupe de voyantes, de voyantes, et alors là, il y a deux explications différentes qui m'ont été données. Le 3e groupe était tantôt constitué d'enfants en bas âge et tantôt constitué de gens qui jetaient des fléchettes sur un journal et qui achetaient les actions à l'endroit où la fléchette indiquait à l'endroit où la fléchette venait se planter. Eh bien, ceux qui ont gagné de l'argent, dans les 2 cas en tout cas, quel que soit le 3e groupe concerné, les économistes ont perdu tout. Les voyantes ont à peu près tout perdu, mais pas tout à fait. Et les enfants ou les jeteurs de fléchettes ont gagné du fric. Donc, j'invite M. Guimilière à cesser d'écrire des articles et à se transformer en joueur de fléchettes. À mon avis, tout le monde y gagnera, et en tout cas les auditeurs de Radio Courtoisie, génie, vénérable maître, en vos grades et qualités, comme on dit dans les loges. Parce qu'il y a des moments quand même où il faut que certaines choses soient dites. Avant que M. Upinski, et selon les consignes que vous avez données, vous lui avez donné vous-même tout à l'heure, avant qu'il ne nous quitte, il faut donner les références de son ouvrage. Arnaud Aron Upinski, Enquête au cœur de la censure aux éditions du Rocher, un peu plus de 400 pages et 20 €. C'est un bouquin, c'est un vadémécum, c'est-à-dire il faut le garder comme un ouvrage de référence, comme d'ailleurs à la tête coupée, qui est un ouvrage fondamental. Il existe encore, il est réédité. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous gardez là-dessus de Conrad le silence prudent ou non, il hoche la tête. Déjà, c'est un enfant que vous avez jeté à la DDAS. Il est commandable, il est même recommandable. Fortement recommandable. Merci Arnaud Aron Upinski. À bientôt. On refera ça de temps en temps. On viendra. J'espère qu'on trouvera un autre sujet que les grèves. De temps en temps, parce qu'il faut. Il faut faire de la pédagogie. Il faut arriver aux choses simples.